Avant de regarder cette vidéo, je t'invite à te rafraîchir la mémoire avec les 2 LSD sur 6ix9ine. Ça va te permettre de mieux comprendre tout ce que je vais raconter ici. That he will cooperate fully with the New York City Police Department, the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, Homeland Security Investigations, and other law enforcement agencies. Alors cette vidéo est extraite d'une interview de Sarah Molina, l'ex-copine de 6ix9ine et mère de sa fille, qui lit le plaidoyer de culpabilité de 6ix9ine pour le média Vlad TV. Ce document retranscrit l'ensemble de la discussion entre 6ix9ine et la juge, le procureur. C'est le premier document rendu public qui confirme que 6ix9ine avait bien l'intention de collaborer avec la justice pour faire tomber l'ensemble des membres de Nine Trey Gang Blood. Donc ce document date de janvier 2019. Depuis que le plaidoyer de culpabilité a leaké, 6ix9ine est devenu l'intouchable du hip-hop. I reached out to you from jail? No, I haven't spoken to him. Really? Would you answer? Yeah, no. No. On the 5th? Yeah, I know, but this is his mother's child now. After you do shit like that, you your mama's child. Don't call me. Don't call me. I don't give a fuck. I don't care how much money that nigga got. If you a rat, I don't respect you. Alors je vais t'expliquer dans cette vidéo tout ce qui s'est passé avant le procès et pendant le procès. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager et bien sûr de commenter, de me donner ton avis. 6ix9ine est enfermé depuis le 18 novembre 2018 ainsi que tous les membres de Nine Trey Gang Bloods. Le FBI voulait tous les faire tomber avec la loi RICO. Le jour suivant son incarcération, le rappeur aux cheveux multicolores accepte de collaborer avec les fédéraux. Ce qui veut dire qu'il plaide coupable et qu'il accepte de dénoncer tous les membres du gang Treyway avec qui il a traîné et qui l'ont protégé face aux gangs adverses. Alors là, je vais te donner quelques noms, des noms que tu connais sûrement. Kool B, un ami proche de 6ix9ine, le rappeur a d'ailleurs dédié tout un morceau en son honneur. Eh ben 6ix9ine la balance. Il a expliqué aux fédéraux que c'était Kool B qui avait donc tiré sur Chief Keef lorsque ce dernier était de passage à New York. Donc tu te rappelles de l'incident à Manhattan lorsqu'il s'était fait tirer dessus. Chief Keef was shot at Saturday, early Saturday morning around 6 a.m. He was outside the W Hotel in Times Square. When several shots were fired at him, but they missed. Eh bien, c'était 6ix9ine en réalité qui avait payé Kool B pour faire ça. Je crois que c'était à peu près une dizaine de milliers d'euros, peut-être plus. Et ce qui est encore plus difficile à digérer dans cette histoire, c'est que c'est de base 6ix9ine qui a quand même demandé à Kool B de le faire, sachant que Kool B était d'abord un ami de 6ix9ine avant d'être un autre membre de gang. Donc, il lui a dit de faire quelque chose et ensuite il le dénonce auprès des fédéraux. Donc ça, c'est vraiment un acte de lâcheté. Désolé, il se peut que parfois dans cette vidéo, je sois pas aussi objectif que les autres vidéos, ça peut m'arriver. Ensuite, il a aussi dénoncé Shorty, c'est le patron donc du label de 6ix9ine. Il a récemment été condamné à 15 ans de prison pour 2 affaires différentes liées à tout ce qui s'est passé autour du gang Treyway et de la loi RICO. Donc 10 ans pour l'une et 5 ans pour l'autre. Et pour en citer d'autres, il y a eu aussi Mel Matrix, le meilleur pote de Shorty, et plusieurs autres membres du gang, Ish, Nuke, Creepy, bref, tous les mecs étaient autour de 6ix9ine. Ce qu'il faut savoir dans ce genre d'affaires, c'est que lorsqu'une personne inculpée décide de balance, ça devient très compliqué pour les autres personnes inculpées de l'affaire de se défendre et de plaider non coupable. Car s'ils vont jusqu'au procès, en l'occurrence ce qui s'est passé en début de semaine, le procureur va faire rentrer le snitch et il va pointer du doigt les personnes inculpées en désignant exactement ce qu'ils ont fait. Et le témoignage d'un snitch pèse très lourd dans un procès. C'est pour ça que dans un groupe comme ça, lorsqu'une personne snitch, il est très fréquent que les autres personnes qui se sont fait balance plaident coupable pour éviter d'aller jusqu'au procès et prendre des peines maximales. Ces personnes préfèrent plaider coupable, prendre peut-être 5-10 ans plutôt que d'aller jusqu'au procès, se défendre et éventuellement prendre 70 ans. C'est pour ça d'ailleurs que Shorty a plaidé directement coupable et a pris 15 ans de prison. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que entre janvier et juin à peu près, progressivement, toutes les personnes qui ont été balance ont plaidé coupable, tour à tour. Elles ont toutes plaidé coupable, certaines ont déjà été sanctionnées et d'autres personnes vont prendre leur sanction dans pas longtemps. Mais après, pour me faire l'avocat du diable, en réalité dans cette affaire, 6ix9ine n'est pas le seul snitch. Apparemment, il y aurait eu une vingtaine de snitch. Mais bon, 6ix9ine c'est quand même la personne la plus médiatisée, c'est autre. Et donc depuis mardi dernier, c'est le début de son procès. Il a donc été transporté dans un tunnel secret et hyper sécurisé pour qu'il ne se fasse pas tuer entre temps. Parce que un témoin comme ça qui se fait tuer avant d'arriver au procès, ça fait des preuves en moins. Et donc ça peut jouer en faveur des personnes inculpées. Et donc au point où on en est, tout le monde a déjà plaidé
les des coupables, sauf les 2 personnes qui auraient kidnappé 6ix9ine. Alors, je suppose que tu te souviens de l'affaire de kidnapping de l'année dernière. 6ix9ine les aurait balance. Il se trouve que ce seraient les dernières personnes qui l'auraient balance. C'est comme s'il voulait pas au départ les vendre, mais il a fini par dire que ces 2 personnes l'avaient kidnappé et que c'était réel. Et les 2 personnes, pour se défendre, disent que non, tout ça c'était juste pour de la promotion, pour la promotion de sa musique. Ça n'avait strictement rien à voir avec un vrai kidnapping. Eux, pour se défendre, disent que 2 jours après, si tu regardes sur ses réseaux sociaux, eh ben, il a plus du tout de bleu, il a plus rien. Donc c'était vraiment du fake. Et du côté de la justice, ils disent que la voiture en question était mise sur écoute. Eux, de leur côté, ils disent, bah, c'est tant mieux si vous avez mis cette voiture sur écoute. Vous savez qu'il y avait des discussions et que tout ça était faux. Et donc, c'est pour ça, en réalité, qu'ils se retrouvent à ce procès-là. C'est que c'est ces 2 personnes-là contre 6ix9ine. En réalité, tous les autres membres du gang sont déjà plus ou moins tombés ou vont tomber de leur côté. Mais dans le cadre de ce procès, c'est 6ix9ine et les 2 personnes en question. Et donc, du côté de la justice, c'est super important d'avoir ces 2 personnes-là. C'est Harv et Nuke, si je me trompe pas. La justice ne veut pas lâcher le steak avec les 2 gars inculpés, car ce seraient des 9 Trey haut placés. Du coup, la justice veut absolument pêcher ces gros poissons. Donc 6ix9ine s'est retrouvé dans le tribunal face aux 2 gars accusés. Anthony Harv Ellison et Aljarmaya Nuke Mac. Leur famille et les potes, donc une salle qui est en réalité remplie de 9 Trey Gang Bloods. Donc que des Bloods dans la salle et 6ix9ine en face de tous ces gens-là. D'après ce qu'il a expliqué, il paniquait un petit peu, il était stressé le 6ix9ine. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au début du procès, il a parlé donc de son parcours dans la musique, comment il a commencé en 2014, comment il a commencé à rapper et à se faire un petit peu connaître, bref, tout ce que j'ai raconté dans le LSD. Ensuite, il a parlé de sa rencontre avec Psycho Billy l'été 2017. Donc Psycho Billy, c'est un 9 Trey Bloods. Il lui a expressément demandé des Bloods pour son clip Gummo et qu'il fallait qu'il porte pour le clip des bandanas rouges. Apparemment, ce morceau est un diss track envers Trippie Redd, qui serait un membre d'un gang de Bloods adverse, 5-9 Brains. Alors ça, c'est arrivé contre toute attente. Personne s'attendait à ce qu'il parle de Trippie Redd à son procès et pourtant, il a même pointé du doigt Trippie Redd, quoi. Donc, il a snitché toute la terre. Il explique aussi que c'est après le clip de Gummo qu'il a fait la rencontre de Shorty. Il est devenu un membre du gang après le clip de Kuda. Il n'a jamais eu de rite d'initiation. Son but à lui, c'était de financer le gang, c'est-à-dire en argent donc, pour des armes, etc. Et eux, de son côté, ils devaient lui donner de la protection, de la crédibilité pour ses clips. Bon, tout ça, tu l'as vu. Aussi, 6ix9ine les a montrés du doigt. Anthony Harv avec son costume gris, Ellison avec son costume marron. Bref, ça a été vraiment une vraie scène de snitch, quoi. Donc ça s'est passé le mardi 17 septembre. Là, je vais... Donc ici, je vais donner les détails supplémentaires de la première journée et je vais aussi te donner les détails donc de la deuxième journée avec le kidnapping. Alors désolé, c'est un enregistrement que j'ai fait à part, donc le son va être un petit peu différent, ça va être beaucoup plus spontané aussi. L'idée, c'est de vous donner de l'info qui soit chaude. La vidéo, je l'ai enregistrée il y a plusieurs jours et toutes les infos que je vais vous donner ici, c'est vraiment lié au procès, donc à la première journée et à la seconde journée. Alors, la première journée, j'en ai un petit peu parlé déjà juste avant. Ensuite, lors du procès, ils ont joué beaucoup de clips donc de 6ix9ine. Donc, dans chacun des clips, Kuda, Billy, enfin tous ces morceaux-là, 6ix9ine devait dire exactement qui était qui, quel était leur rôle. Donc il devait expliquer pourquoi il a utilisé les expressions comme nigga, etc. Donc il devait expliquer que ça voulait rien dire de particulier, donc c'était assez drôle. Ensuite, il a dû expliquer pourquoi il a clashé Trippie Redd sur Gummo. Donc il a dû à partir de là donc dire que Trippie Redd faisait partie d'un gang adverse, ça aussi je l'ai dit juste avant. Et donc, pour ce qui est de Harv et de Nuke, c'était ses bras armés, donc c'était un peu sa sécurité. D'ailleurs, il y aurait Harv qui aurait mis une patate à Trippie Redd, donc c'est vraiment pour te dire qu'il était proche de ces gens-là, et que c'est ces gens-là qui ont fini par l'estorquer. Enfin, qui ont fini par l'estorquer, qui l'ont toujours estorqué. Hein. Ensuite, il a dû expliquer ce qu'était le handshake, donc le check, on va dire, des 9 Trey. Donc il a dû le faire sur lui-même, car bien sûr, personne dans la salle voulait faire le check avec lui, parce que ça aurait voulu dire que eux aussi étaient potentiellement des 9 Trey. Donc ça, c'était assez, ça devait être assez drôle. Il a dû expliquer aussi toute la structure du gang. Alors ça, c'est super intéressant, parce que ce gang-là est structuré dans la rue, mais aussi en prison avec une hiérarchie. Donc les ordres viennent de la prison. Il y a le parrain, donc dans la rue, c'est Mel Murda, anciennement Mel Matrix. Donc lui, c'est vraiment le gars qui est au top du top des 9 Trey. D'ailleurs, il faut que je revienne sur lui juste après lorsqu'on va parler de Jim Jones. Ensuite, c'est suivi de Shorty, qui a un grade juste en dessous de lui. Puis Psycho Billy, qui est un général 5 étoiles, donc un 5-star general. Bref, toute une organisation criminelle bien ficelée. Et donc Shorty a expliqué que 6ix9ine devait nourrir
les loups en prison. Là, je reprends ces termes. Hein. Donc, il devait donner de l'argent à toute l'organisation qui se trouve en prison parce que c'est les gens en prison qui allaient prendre soin de lui. Ok ? Donc ça, c'est les choses à savoir sur la première journée. Alors, pour ce qui est de la deuxième journée, on va surtout parler du kidnapping. Alors ça, c'est super intéressant. Il explique que tout s'est passé dans la nuit. Donc, il faut savoir une chose, c'est que 6ix9ine, avant le rap, c'était un excellent vidéaste. D'ailleurs, si tu as regardé mon premier LSD, tu es au courant de ça. Et je pense clairement que après sa carrière dans le rap, il a un vrai potentiel dans le monde de la réalisation, dans les clips, dans la scénarisation, parce que rien que s'il reprend sa propre histoire et qu'il décide d'en faire une série à plusieurs épisodes, je pense que ça va cartonner. Très clairement, moi je serais le premier à regarder, même si je connais toute l'histoire. Bref, donc c'est la nuit, 6ix9ine est en train d'éditer ses propres vidéos. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est qu'à la fin de sa vidéo, il y avait quelque chose qu'il voulait faire, mais qu'il n'arrivait pas, peu importe le détail. En fait, il avait besoin qu'un ami à lui l'aide à utiliser cet outil-là pour corriger et pour réussir à faire ce qu'il avait envie de faire. Bref, il décide de se rendre chez son ami. Son ami en question avait peur parce que dans cette période-là, il y avait tout le clash. Et donc, ils se sont donné rendez-vous dans un lieu neutre, pas chez lui. Et donc, 6ix9ine est parti le voir avec son chauffeur, ok ? Et au lieu du rendez-vous, il se trouve que une voiture est arrivée de derrière, a heurté la voiture de 6ix9ine. Donc, 6ix9ine, à ce moment-là, a eu peur. Il est resté dans la voiture. Mais il n'a pas verrouillé les portes de la voiture car c'était trop tard, les gars allaient venir. Et surtout, un gars est sorti de la voiture avec un gun. Le chauffeur de 6ix9ine était déjà sorti pour voir ce qu'il en était. Et le gars avec le gun en question lui a dit « rentre dans la voiture, cherche même pas ». Et donc le gars est arrivé directement vers la voiture de 6ix9ine et a dit à 6ix9ine de sortir de la voiture et de le suivre dans sa voiture. Ok ? 6ix9ine avait peur déjà et il lui a dit « voilà, j'ai mis de l'argent dans tes poches. J'ai toujours été bon avec toi, en parlant de Harv, hein. J'étais juste fatigué d'être estorqué. Parce que 6ix9ine, comme je vous l'ai dit plus tôt, était la personne qui finançait le gang. Le gars lui a dit « ferme ta gueule et monte dans la voiture ». Et le chauffeur de 6ix9ine, bien sûr, ne pouvait pas venir. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis de leur côté, et le chauffeur de 6ix9ine a voulu suivre, à un moment donné, la voiture en question. Sauf que, le pote de Harv est sorti avec un gun pour menacer le chauffeur de 6ix9ine. Et donc 6ix9ine, qui était dans la voiture de Harv, a commencé à l'implorer de ne rien faire. Il a mentionné sa petite fille pour qu'il ait pitié. Et il a remarqué quelque chose, c'est qu'il y avait un flash. En fait, il y avait quelqu'un qui était en train d'enregistrer. Et donc ce quelqu'un, ça devait être le pote de Harv, ou Harv lui-même, peu importe. Et Harv a fait dire à 6ix9ine 3 fois « je ne suis pas Billy ». Ça veut dire qu'il ne fait plus partie du gang. Et Harv a fini par demander à 6ix9ine « qu'est-ce que tu échanges contre ta vie ?» Donc ça, c'est assez flippant. Et là, 6ix9ine, il doit trouver une solution. Et il lui a dit, écoute, je te file $100 000 demain matin quand la banque ouvre et on est bon. Harv a refusé. Et donc 6ix9ine a décidé de lui donner donc tous ses bijoux pour qu'il puisse en aller. Donc il avait des bijoux sur lui et puis il s'est dit, voilà, je vais appeler ma baby mama, elle va sortir tous les bijoux, elle va tout donner à Harv. Et c'est ce qui s'est passé. Donc sa baby mama, Sarah Molina. Sarah Molina est venue avec les bijoux où 6ix9ine et Harv se trouvaient, et donc elle lui a tout donné dans une boîte de Pampers. Après avoir reçu les bijoux, Harv s'est remis à rouler un petit peu, donc ça c'est un peu flippant, et finalement il a laissé dans un coin de Brooklyn, donc le coin s'appelle Smurf Village, peu importe. Et donc 6ix9ine à ce moment-là ne voulait pas sortir de la voiture. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur que Harv lui tire dans le dos. Et donc Harv a insisté, il lui a dit sors de la voiture maintenant. Et 6ix9ine lui a dit non. Et donc il a fini par fuir, il s'est jeté à l'arrière d'une voiture inconnue au bataillon. Et le gars de cette voiture lui a dit aussi sors de ma voiture. Il lui a dit de se détendre et de rouler. Le gars en question a voulu le rapporter à Harv, mais finalement Harv s'est barré et eux se sont barrés de leur côté. Il a été déposé quelque part, il a demandé une assistance médicale et allé à l'hôpital de Long Island. Après ça, 6ix9ine a tout expliqué à Mel Murda et à Shotty. Et donc Shotty a déclaré qu'il allait passer le quartier au peigne fin à la recherche de Harv. Le patron du label de 6ix9ine avait un fusil d'assaut entre les mains, donc il ne rigolait absolument pas. Cette arme d'ailleurs a été amenée au tribunal pour que les jurés puissent constater le bordel. Ensuite, ils ont pris un break à la fin de la deuxième journée. Ok, donc ça c'est vraiment les infos les plus importantes de la deuxième journée. Aussi, il y a eu quelques déclarations, notamment sur Cardi B et sur Jim Jones. Bon, ça je vais y revenir rapidement. Donc pour ce qui est de Cardi B, les gens ont dit que 6ix9ine avait balancé que Cardi B faisait partie des 9 Trey. Alors c'est pas exactement ça. Le jury, le procureur, bref, le gouvernement a demandé à 6ix9ine de confirmer si
Cardi B faisait bien partie des Bloods. À quoi il a répondu oui, parce que c'est vrai, Cardi B fait partie des Bloods. Mais c'est pas une nouvelle info pour eux comme ça n'en est pas une pour nous en fait. Ensuite on lui a demandé qui était Jim Jones. Alors la réponse m'a fait vraiment rire parce qu'il a répondu un rappeur à la retraite. Alors ça je suis pas du tout d'accord, ok. Il est toujours super actif. D'ailleurs il a sorti l'un des meilleurs albums rap de l'année. Ok, tous les fans de Dipset et même ceux qui ont écouté l'album de Jim Jones, je vais vous demander de prouver aux gens dans les commentaires que Jim Jones est toujours actif, ok. On lui a demandé donc si c'était un rappeur, il a dit que c'était un rappeur à la retraite. Ensuite, on lui a demandé si c'était un membre des Nine Trey. À quoi 6ix9ine a répondu oui. Alors cette réponse ne m'a pas choqué, car Jim Jones et même globalement Dipset a toujours été lié aux Bloods de New York. Si tu regardes Dipset en 2005 et même avant, tu verras toujours des Bloods et eux-mêmes ont toujours plus ou moins revendiqué qu'ils faisaient partie de ce gang-là. Et Jim Jones lui-même, dans son collectif, avait Mel Murda. Et moi je me rappelle à l'époque on l'appelait Mel Matrix, c'était un rappeur donc de son collectif. Et d'ailleurs tous les fans de Dipset pourront te le confirmer, c'était un rappeur qui était actif, qui faisait des couplets, d'ailleurs j'aimais bien ce qu'il faisait. D'ailleurs encore une fois les fans de Dipset n'hésitez pas à mettre des liens pour, pour faire découvrir aux gens. Et voilà, et donc en fait moi je savais pas à l'époque que c'était en fait le parrain des Nine Trey. Donc là j'ai eu l'info. Donc voilà globalement le résumé de la première journée et de la deuxième journée. Je vais essayer de te faire le résumé de la troisième journée si possible dans les jours qui viennent, dans un format qui sera relativement court. Alors maintenant, on va répondre à quelques questions. Avec la peine qui lui pendait au nez, est-ce qu'il a eu raison de tous les balances? Alors moi, je vais donner mon avis personnel. Je trouve que absolument pas. Parce que 6ix9ine, en fait, c'est un rappeur qui s'est construit autour des gangs. C'est-à-dire qu'il allait voir des membres de gangs, il a traîné avec eux sur Internet, il a beaucoup parlé. Il s'est aussi emboucané, il s'est embrouillé un petit peu à gauche à droite avec d'autres membres de gangs un petit peu partout aux États-Unis. Donc il était proche d'eux. Parmi ces membres de gangs étaient ses amis. Je pense notamment à Kuda. Donc lorsque tu rentres dans un gang, tu sais ce qui peut arriver. La mort, la prison, ce genre de choses-là. Donc quand tu rentres là-dedans, il faut pas ensuite rétro-pédaler à la fin, tu vois, lorsque les choses tournent mal et faire tomber tout le monde. Et je trouve que c'est un manque de loyauté de sa part de se dire qu'à la dernière minute, lorsque tout tourne mal, il balance tous les autres pour pouvoir lui sortir et mettre tous les autres personnes autour de lui dans la merde. Donc ça, c'est quelque chose que personnellement, je ne valide pas. Et c'est pour ça que dès le départ, lorsque tu te lances dans la musique, tu rentres pas dans ces histoires de rue. Parce que si tu rentres dans ces histoires de rue, il va falloir assumer, il va falloir aller jusqu'au bout, tu vois. Et visiblement, il n'était pas prêt. Et c'est pas comme si les gens ne l'avaient pas prévenu. Extrait. Charlemagne d'Agod, Breakfast Club et d'autres trucs. Why are you causing all these problems for yourself, sir? I don't cause no problem, man. You know what I'm saying? I address them. You don't think you effing up your money with this tough guy gangster persona? Nah, I don't know. What you think is a persona? Donc tout le monde l'a prévenu et pourtant il a fait la sourde oreille. Donc moi je peux pas pardonner ça. Surtout que il a vraiment donné tout le monde, tu vois. Et certaines personnes te diront, oui, les membres du gang ont essayé de le tuer. Ils ont aussi couché avec sa baby mama, donc la mère de sa fille. Tout ça c'est du n'importe quoi. Alors oui, ils ont essayé de le tuer quand il a essayé de sortir du gang, parce que c'est pas comme ça que tu sors du gang. Parce que déjà de 1, tu sais, tu te mets bien avec ce gang là, tu traînes avec eux, tu fais tes histoires et ensuite tu décides de sortir du gang quand tu t'aperçois que je ne sais quoi. Donc il y a évidemment des personnes du gang qui peuvent essayer de te tuer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose pour l'histoire de sa baby mama, c'est complètement faux. Elle a d'ailleurs démenti à plusieurs reprises qu'elle a jamais couché avec Shorty, parce que ce qui est complètement faux en fait. He accuses you of some sort of relationship with Shadi? Yeah, he did. Is there any truth in that at all? No, that's ridiculous. D'ailleurs, il l'aurait même battu. Mais ça, je dis aurait, parce que je sais pas si c'est vrai. De toute façon, pour moi, c'est simple. Lorsque tu décides de vivre cette vie-là, je peux pas ensuite te dire, oui, mais là, il y a sa fille, là, il y a ceci, là, il y a cela. Si tu voulais vraiment être loyal auprès de ta fille, ou auprès de ta femme, ou auprès de tes proches, tu te serais pas lancé dans ce délire-là. Donc moi, je pense qu'il aurait dû plaider coupable, comme Shorty, prendre sa peine, ses 5 ans, comme un Bobby Shmurda aussi, et sortir après et voir ce qu'il pouvait faire. Au moins, il serait sorti de là, la tête haute. Alors ça, c'est mon avis. Mais toi, donne-moi ton avis dans les commentaires. Autre chose importante, est-ce que 6ix9ine pourrait ressortir de la musique après ce qui s'est passé? Pour moi, la réponse est oui, totalement. Parce que son public, c'est pas un public qui est vraiment dans la rue, vraiment dans la culture hip-hop. C'est-à-dire que ce genre de choses-là, c'est pas des choses qui sont rédhibitoires. C'est un public très internet, très suburbs, très global, entre guillemets. Donc, il peut clairement ressortir de la musique. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il va raconter dans cette musique? Ces histoires de gang, etc. Personne va y croire. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'il peut continuer à parler de
ces histoires de la rue là, de gangsters, et dire que c'est une forme d'art, une forme d'expression. Parce que demain, il sera pas capable de rapper comme un Kendrick Lamar ou comme un Kid Cudi. Donc je pense qu'il va continuer à faire ce qu'il fait là, et il dira que c'est de l'art, c'est de l'expression, etc. Maintenant, c'est la question de sa sécurité qui se pose. Je pense qu'il va faire beaucoup moins d'argent parce que forcément, il fera moins de scènes, il essaiera de, voilà, de plus se protéger. Donc je pense qu'il fera moins d'argent, il aura toujours un public, et clairement, après tout ce qui s'est passé, qui n'a pas envie d'entendre ce que 6ix9ine a à dire? Qui n'a pas envie d'entendre la musique de 6ix9ine? À quoi ça va ressembler? Donc rien que pour ces raisons-là, je pense que ça peut marcher pendant un petit moment. Et sur ça aussi, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que 6ix9ine peut encore continuer à avoir une carrière dans la musique? Moi, personnellement, ma réponse est oui. Et autre chose que je suis en train de noter, c'est que c'est un petit peu la fin du rap clout. C'est le rap qui mélange les délits, la provocation, les réseaux sociaux. Je mettrais dans cette catégorie-là TK47, qui a d'ailleurs pris 55 ans de prison. Ok, il a 19 ans, le gars va sortir à 75 ans. Donc ça, c'est assez chaud. Lil Tay aussi, plus personne n'entend parler d'elle. C'est la petite qui faisait toutes ces frasques sur les réseaux sociaux. Elle voulait commencer le rap, ou elle avait commencé un petit peu. Je pense que là, ce qui est malin avec elle, c'est que depuis un an, on n'en entend plus parler. Donc quand elle va revenir, elle va revenir avec un autre personnage, avec autre chose. Et je pense que ça peut être intéressant. Il y a aussi YNW Melly, j'ai fait une vidéo sur lui, qui clairement est aussi un petit peu là-dedans. Il est en prison actuellement, mais je pense que lorsqu'il va sortir, ça va être différent. Je crois qu'il devrait sortir, je ne suis pas certain, mais dans tous les cas, avec 6ix9ine, tout ce rap clout bête là, ça commence un petit peu à mourir, et ça laisse place au moins aux vrais artistes. Tu vois, cette année, il y a eu Megan Thee Stallion qui a percé, qui est une très bonne artiste. DaBaby, c'est un vrai rappeur. Les City Girls, elles rappent vraiment. Et même Blueface, lyricalement, il fait des trucs drôles. Tu sens qu'il essaie de s'appliquer, même s'il est un petit peu hors beat, même s'il a son style particulier. Mais au moins, c'est un artiste qui est vraiment sur sa musique. Et je trouve qu'il y a un vrai retour là-dessus. Après, on peut juger de la qualité de cette musique-là, mais au moins, il y a un vrai retour à la musique et pas juste au clout pur. Alors, j'aimerais avoir ton avis un petit peu sur tout ça, sur 6ix9ine, sur les questions que j'ai posées et sur l'ensemble de cette affaire. Donc, commentaire, like, partage un maximum. Et aussi, petite chose, si tu as loupé les vidéos de la semaine dernière, j'ai envoyé un LSD sur Ibis qui est super bien fait. Je trouve personnellement que c'est l'un de mes meilleurs LSD. Et j'ai aussi fait une interview de deux artistes très prometteuses. À très bientôt, à vendredi prochain. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!